Bonjour Monsieur Joly, vous êtes aujourd'hui convoqué par le tribunal populaire afin de répondre à 10 questions, les 10 questions les plus embarrassantes que le peuple souhaite vous poser. Union européenne, Israël-Palestine, Ukraine-Russie, toutes les polémiques vous concernant seront abordées. Déjà, on va rappeler votre état civil bien évidemment, vous êtes Thomas Joly, président du Parti de la France, né le 4 mars 1976, vous avez le droit qu'à un seul joker, pas deux, donc choisissez le bien. Êtes-vous prêt, Monsieur Joly, à répondre à mes questions? Écoutez, je joue mon joker pour cette question. Ah, vous jouez déjà votre joker, donc vous n'avez pas peur. Vous avez pas Voilà, je n'ai peur. rien à cacher, donc je répondrai à toutes vos questions. Eh bien écoutez, le tribunal saura apprécier votre courage. On espère que vous ne vous défilerez pas devant une de nos questions parce que vous n'avez plus de joker. Et directement la première question qu'on aimerait vous poser, Thomas Joly. Le Parti de la France existe depuis 15 ans et vous faites des scores encore confidentiels alors que le Rassemblement national ne cesse, lui, de progresser et est aux portes du pouvoir. N'avez-vous pas eu tout faux au final depuis le début de la création du Parti de la France? Je dirais que nous avons eu tout bon, en tout cas concernant la dérive idéologique du Rassemblement national. Tout ce qui est arrivé, nous l'avions prévu. Nous avions même prévu l'éviction de Jean-Marie Le Pen à un moment ou à un autre, une fois qu'il avait transmis le parti à sa fille, le Front National, à l'époque. Donc je dirais que le Front National a eu raison. D'autre part, nous avons raison de continuer puisque quand on va sur le terrain, quand on va à la rencontre des électeurs du Rassemblement national, lorsqu'ils votent pour le Rassemblement national, lorsqu'ils votent pour Marine Le Pen, lorsqu'ils votent pour Jordan Bardella, ils pensent voter pour le programme du Front National Canal Historique, ils pensent voter pour le Parti de la France, en fait. C'est-à-dire que nos idées sont majoritaires chez les électeurs du Rassemblement national et que je dirais que les scores que fait le Rassemblement national actuellement, c'est pas grâce à la dédiabolisation, c'est malgré la dédiabolisation, puisqu'on voit que la population française s'est droitisée, s'est radicalisée, pendant que le Rassemblement national, pensant à avoir le monopole, s'est lui recentré, on pourrait même dire gauchisé. Donc tout ce que nous avions prévu est arrivé. Et donc je pense que vu que nous sommes les seuls à tenir ce discours national, radical, que ne tient plus le Rassemblement national, que ne tiennent plus les cadres du Rassemblement national, alors qu'ils ont un électorat et même des militants qui sont plus en phase avec le discours du Parti de la France que le discours du Rassemblement national. Donc voilà toute l'utilité du Parti de la France, c'est de maintenir cette ligne de droite nationale qui est la seule qui pourra sortir la France du marasme, qui pourra redresser la France, qui fera que la France redeviendra la France. Car actuellement, le Rassemblement national a tout renié. C'est même plus une aseptisation, c'est une trahison des fondamentaux du Front National de Jean-Marie Le Pen. Et nous, au Parti de la France, nous sommes là pour rappeler ces fondamentaux. C'est pour cela, et vu que plus personne ne le fait, eh bien, nous sommes notre utilité, et même voilà, c'est d'utilité publique. Le Parti de la France est un mouvement politique d'utilité publique, puisque parce que nous existons, il y a aussi également l'obligation pour les autres partis politiques de droite de faire avec, car le Parti de la France participe aussi aux élections, et même si pour l'instant nous n'avons pas eu de scores électoraux très encourageants, même si, par exemple, les 10% faits par Pierre Nicolanus lors des élections législatives générales sont quand même une embellie, on va dire, au niveau électoral pour le Parti de la France, et que votre score à vous-même, Alexandre Ringer, est principalement dû à l'abstention, puisque vous avez eu 70% d'abstention lors de votre élection. Mais en attendant, je pense que s'il y avait eu 70% de participation, comme il y a eu lors des élections législatives générales, alors que vous avez eu 70% d'abstention pour votre élection partielle, eh bien, je pense que vous auriez fait largement plus que 2,07%, qui est un score tout à fait honorable par rapport à l'absence totale de médiatisation du Parti de la France. Les Français ne nous connaissent pas encore. Ils connaissent nos idées, parce qu'ils connaissent les idées du Front National Canal Historique, mais ils ne connaissent pas encore le Parti de la France. D'ailleurs, imaginez un seul instant si nous avions ne serait-ce que le 10e de la médiatisation du Rassemblement national, ou même, je dirais, de Reconquête, d'Éric Zemmour, de Sarah Knafou. Nous ne sommes jamais invités sur le moindre média national
mais en revanche, nous arrivons à faire des scores qui sont identiques, voire supérieurs à ceux de Reconquête lorsqu'on se présente. Imaginez un petit peu si nous avions de temps en temps le micro des médias qui se tendait, si nous étions invités, moi-même, d'autres cartes du parti de la France, si nous étions invités à la télévision, par exemple. Ou dans des médias, voire même dans des médias dits du camp national, où nous ne sommes jamais invités, à part chez quelques amis, mais jamais sur les médias du camp national. Alors pourquoi c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais en attendant, si nous avions une toute petite médiatisation, je suis certain que nous le verrions sur le plan électoral. En tout cas, nous n'allons pas abandonner le combat électoral, nous n'allons pas abandonner le combat politique, car nous parvenons, même quand on ne nous invite pas, à faire parler de nous. Et votre campagne électorale, Alexandre Ringer, en Saône-et-Loire récemment, prouve qu'on arrive à faire parler de nous, tant au niveau local qu'au niveau national, en ayant un discours qui tranche avec le ronron politique que nous avons pu avoir, qui est présenté par les autres partis politiques. Donc le Parti de la France, loin d'avoir tout faux, a eu raison depuis le début. Et malheureusement, dirais-je, les faits, l'actualité nous donnent raison. Nous savons très bien qu'il faudra des remèdes radicaux pour redresser la France et non pas faire croire que tout va bien se passer juste parce que Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy seront à l'Assemblée nationale. Très bien, Monsieur Joly, vous avez répondu à ce premier chef d'accusation. Le second est le suivant. Oui, vous êtes accusé de couardise parce que finalement, vous refusez de choisir entre Israël et la Palestine, vous refusez de choisir entre la Russie et l'Ukraine. Excusez-moi, mais de quoi avez-vous peur? Alors, je pense que, voilà, je comprends votre question, mais à tous ceux qui ont une position hystérique dans des conflits étrangers, je voudrais leur rappeler qu'ils doivent se positionner, s'ils se prétendent patriotes, nationalistes, en fonction des intérêts de la France. Et les intérêts de la France ne sont sûrement pas de prendre le parti d'Israël, pour certains, avec le fantasme du poste avancé de l'Occident au sein du Mordor, voilà, et puis ou de prendre parti pour les Palestiniens, peuple opprimé et massacré par le méchant État hébreu. Voilà, quel est l'intérêt pour la France et les Français de prendre parti pour un camp ou pour l'autre? En particulier, dans un pays où nous avons quand même des élites qui sont fortement influencées par l'État d'Israël et le lobby communautaire qui n'existe pas. Et donc, on voit une dichotomie entre les médias et une certaine partie de la classe politique qui sont farouchement pro-israéliens ou qui font semblant de fermer les yeux devant la politique génocidaire de Netanyahou. Et de l'autre côté, on a aussi une France, particulièrement d'extrême gauche, qui, par électoralisme, a décidé de donner dans l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de promouvoir l'invasion culturelle et démographique des populations afro-musulmanes et donc de prendre parti pour la Palestine, et forcément très populaire, au sein des millions d'afro-musulmans qui occupent la France. Donc il y a, voilà, où est l'intérêt de la France là-dedans? Où est l'intérêt des Français? Il n'est sûrement pas de soutenir ni un camp ni un autre. Et voilà, il s'agit d'un conflit proche-oriental où nous n'avons que des coups à prendre à cause de l'immigration, de la présence massive d'afro-musulmans qui ont une solidarité ethnique et culturelle avec la Palestine, et également avec une élite mondialiste et cosmopolite qui défend farouchement les intérêts d'Israël. Et donc l'intérêt de la France, c'est évidemment de ne pas prendre parti dans ce conflit inextricable qui dure depuis des siècles et des siècles et qui ne se réglera jamais autrement que par l'affrontement. On l'a vu. Après, l'État Israël a décidé
de se créer en 1948 au milieu des Arabes qui les détestent, il fallait bien s'attendre à ce que ce ne se passe pas très bien. Et voilà, ce n'est pas du tout ça ne concerne pas les Français, ça ne concerne pas ni la France ni les Français. Malheureusement, ça nous concerne parce qu'il y a l'importation du conflit sur notre sol du fait de la présence de protagonistes qui on préférait qu'ils aillent se battre là-bas plutôt qu'ils nous emmerdent avec leur conflit interminable ici, chez nous, en France. Donc voilà, ceux qui veulent se battre pour la Palestine, ceux qui veulent se battre pour le Grand Israël, ils aillent le faire là-bas. Mais en tout cas, au parti de la France, nous avons la position historique, on va dire, de la droite nationale, qui d'ailleurs n'est plus tenue par personne, puisqu'il y a une hystérisation des deux camps, on va dire, dans le camp national, dans la mouvance nationale, les fanatiques pro-israéliens et les fanatiques pro-palestiniens. Et bien nous avons une position nuancée, nous avons une position nationaliste et patriote qui est de ne pas prendre parti dans ce conflit. Donc nous n'avons pas, c'est pas une question de peur, c'est une question de raison, une question aussi d'équilibre et de nuance. Tout comme dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pareil, on voit une fanatisation dans notre camp des pro-russes et des pro-ukrainiens. Ça n'a aucun sens. L'énergie, la hargne que certains mettent dans ce conflit, alors qu'ils sont absents pour certains on va dire de la préoccupation de l'avenir de la France et des Français. Alors quand on parle de la Russie, on dirait qu'on leur arrache le cœur, ou quand on parle de l'Ukraine, de la même façon. Ça n'a aucun sens quand on est nationaliste français. Quand on est nationaliste français, on pense d'abord aux intérêts du peuple français, aux intérêts des Européens, ensuite dans une sorte de communauté de civilisation. Et au Parti de la France, nous estimons que cette guerre doit s'arrêter au plus vite. D'ailleurs, nous avons nous avons dénoncé les va-t-en-guerre, ceux qui voulaient absolument que la guerre se poursuive, qui est un véritable bain de sang, une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts de forces vives slaves, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc nous avons dénoncé tous ces va-t-en-guerre, principalement pro-ukrainiens, qui ont poussé l'Ukraine à poursuivre cette guerre. Et aujourd'hui, donc nous l'avons dénoncé. Aujourd'hui, nous avons dénoncé aussi, sous les cris d'orfraie de certains, le jusqu'au-boutisme de Vladimir Poutine, qui est peut-être stratégique, peut-être, mais en attendant, la boucherie continue et nous ne pensons pas que ce soit bon pour la France, pour l'Europe, pour notre civilisation, pour notre continent, qui a une guerre comme celle-ci qui perdure à l'Est. Voilà, donc nous sommes pour la paix la plus rapide possible, que cela s'arrête. Un peu la position de Donald Trump. Je pense que nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons suffisamment d'ennemis qui viennent du Sud pour qu'il n'y ait pas de conflit comme celui-ci. Donc, ce n'est pas de la peur, c'est de la raison. Très bien, très bien. Prochain chef d'accusation, Monsieur Joly, c'est le 3e auquel j'aimerais vous entendre. Alors, est-ce que le Parti de la France est un parti misogyne? Ben voyons. Le Parti de la France serait un parti misogyne, mais je tiens à signaler qu'au Parti de la France, nous aimons les femmes. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre aujourd'hui, dans notre société très dévirilisée, où on voit qu'au sein de énormément de partis politiques, dont principalement le Rassemblement national, on voit une forte homosexualisation des partis politiques, de la classe politique masculine, on va dire. Eh bien, ce n'est pas le cas au Parti de la France. Et nous, nous aimons les femmes pour ce qu'elles sont. Nous ne souhaitons pas transformer les femmes en hommes. Et c'est pour cela que peut-être il y a moins de cadres de militantes au sein du Parti de la France. Pourquoi? Parce que de manière générale, les femmes ne s'intéressent pas spécialement à la politique. Nous estimons au Parti de la France que la loi sur la parité est une aberration. C'est humiliant, c'est une vexation pour les femmes pour qui maintenant il faut un quota de 50%, imposé par la loi pour qu'elles soient élues. Donc ça va à l'encontre de la promotion du mérite, de l'excellence, de la valorisation disons, par le talent personnel. Et là, on impose les femmes comme un quota d'incapables, puisque on s'est imposé par une loi sur la parité qui, évidemment, peut se dénoncer. Voilà, la loi sur la parité, bon, maintenant, les femmes, voilà, il y a une sorte de chape de plomb féministe qui repose sur tous les partis politiques.
alors qu'une femme qui veut faire de la politique n'a, en théorie, aucun problème pour se faire promouvoir par son courant politique. En tout cas, au Parti de la France, si voilà, une femme décide de s'investir dans notre mouvement, d'être candidate ou d'être cadre du Parti de la France, elle le sera. En attendant, on ne mettra pas des femmes en avant exprès parce que ce sont des femmes, uniquement parce que ce sont des femmes. Non, cela c'est une aberration et c'est très humiliant, très vexant pour les femmes en général. Et on le voit, c'est une volonté d'une minorité de féministes enragées qui veulent absolument imposer des femmes un peu partout. Et nous estimons au Parti de la France que ce n'est pas forcément une bonne idée, comme une bonne idée de mettre des femmes en première ligne dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la police. Nous estimons que c'est une erreur stratégique, politique, sociétale. Et c'est pas de la misogynie, c'est justement parce que nous aimons les femmes telles qu'elles sont, nous aimons les femmes parce que ce sont des femmes, et évidemment, nous sommes pour la promotion des femmes, des mères de famille, des jeunes, de l'épanouissement des jeunes femmes, mais sûrement pas pour qu'elles soient l'égale des hommes, en particulier en politique. Donc voilà, désolé, je dirais, à nos détracteurs, désolé d'aimer les femmes parce que ce sont des femmes. Eh oui, 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 tout à fait. Moi, vous savez, je ne peux pas prendre parti, hein. Je suis procureur de la République, ou plutôt je prends parti contre vous, et c'est pour cela que j'ai un 4e chef d'accusation contre vous par rapport à l'image, à l'exemplarité que vous pouvez donner. Et oui, parce qu'on vous voit souvent dans des communications, dans des photos, à des événements notamment. On vous voit régulièrement vous-même, Thomas Joly, qui est incriminé, et plusieurs cadres du Parti de la France, dont moi-même, on vous voit régulièrement avec un verre d'alcool à la main, ou même un cigare parfois. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exemple déplorable que ça vous donne? Eh bien, justement, je trouve que c'est un bon exemple. Nous sommes, nous, au Parti de la France, des bons vivants et nous le faisons voir, nous ne le cachons pas. Voilà, je pense qu'il vaut mieux des cadres du Parti de la France qui mangent bien, qui boivent bien, qui fument un cigare et qui le font voir, plutôt que des responsables politiques qui vont sniffer un rail de coke, mais bien sûr qu'ils le cachent, qu'ils ne le font pas voir et qui démentent si on leur dit qu'ils prennent de la cocaïne, qu'ils fument du cannabis, eh bien qu'ils disent non, non, pas du tout, alors que tout le monde sait. D'ailleurs, il y a même plus que des rumeurs, même des articles de journalistes qui disent que la drogue circule à flot au sein de l'Assemblée nationale. On le sait dans certains partis politiques, des drogues même du chemsex, ce genre de choses. Enfin, voilà, on rejoint tout à l'heure ce que je vous disais sur la décadence généralisée de certains partis politiques. Eh bien, au Parti de la France, non, nous sommes des bons vivants. Alors, nous ne disons pas qu'il faut être alcoolo-tabagique, comme une certaine personne que vous reconnaîtrez, mais comment il faut, je ne parle pas quelqu'un qui est au Parti de la France, vous m'aurez compris. Mais je pense qu'il ne faut pas refuser les plaisirs de la vie. Nous ne sommes pas une sorte de secte où voilà, on ne mangerait pas de viande, où on ne boirait pas une goutte d'alcool et on s'interdirait de toucher un plaisir comme fumer un cigare de temps en temps. Non, nous sommes de grands libertaires au Parti de la France, de grands libertaires à partir du moment, évidemment, nous ne sommes pas pour la libéralisation des drogues, bien entendu, mais voilà, dans tout ce qui concerne la gastronomie française, et l'alcool en fait partie, eh bien, nous estimons que nous n'avons à avoir aucune honte à boire un coup entre camarades, à arroser nos bons repas français à base de cochon avec du bon vin produit par nos viticulteurs. Voilà, nous avons la chance d'être dans le pays où on mange le mieux au monde, où il y a les meilleurs vins du monde. Eh bien, alors bon, on ne produit pas de cigares. Je vois pourquoi nous devrions nous empêcher de profiter des plaisirs de la table et du comptoir, puisque le comptoir, le bistrot, c'est aussi une tradition française, une tradition gauloise. Et bien nous, au Parti de la France, nous faisons perdurer ces traditions. Je n'ai pas accès à ces dossiers, donc je ne peux pas avoir la réponse de moi-même, donc je suis obligé de vous interroger en auditoire, en audition sur cette question, sur ce chef d'accusation qui est le 5e du jour. Vous-même, Thomas Joly, ou même les cadres du Parti de la France d'ailleurs, vous êtes jamais ou très 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 peu condamnés par la justice. Est-ce que vous seriez des indices de la police pour être ainsi épargnés?
Alors écoutez, c'est une fierté que j'ai, non pas d'être un indicateur de police, bien sûr, parce que c'est totalement grotesque, mais que ni moi-même, dans la mesure du possible, et ni les militants et les cadres du Parti de la France ne soient ni poursuivis ni condamnés. Alors poursuivis, ça arrive de temps en temps, mais poursuivis ne veut pas dire forcément condamné. Parce que c'est une responsabilité, en tout cas que l'on a en tant que président d'un parti politique, et nous faisons de la politique publique. Nous ne sommes pas un groupe armé subversif. Nous ne sommes pas un groupuscule qui a des obsessions qui vont contre la loi. La loi est telle qu'elle est. Nous changerons la loi lorsque nous serons au pouvoir, mais en attendant, nous la respectons, quoi que nous en pensions, puisqu'il n'est pas question que ni moi-même, ni mes cadres, ni nos militants aillent en prison pour faire plaisir à certains. Voilà, je sais que ça ferait plaisir à certains. Souvent, voilà, des petits rats anonymes derrière les réseaux sociaux qui donnent des brevets de radicalité. Il faudrait aller en prison juste pour leur faire plaisir. Eh bien non, alors qu'eux-mêmes ne font absolument rien et doivent être des ratés de manière totale dans la vie, qu'elle soit la vie de tous les jours et la vie politique, puisque ces gens-là, nous ne les voyons jamais. Ces donneurs de leçons des réseaux sociaux, quand on a le bonheur, plutôt dirais-je, d'en croiser un, on s'aperçoit qu'il y a le physique de ses idées, de son arrogance, et qu'en général, voilà, c'est une sorte de petit rat musqué, baisse les yeux devant moi-même ou les cadres du Parti de la France. Donc nous n'avons absolument pas à donner des gages à toutes ces raclures qui surenchérissent dans la radicalité de manière anonyme derrière leur ordinateur, alors que nous allons sur le terrain. Et nous allons sur le terrain, nous nous présentons aux élections et nous allons, voilà, à la limite, si je puis dire, de la légalité, puisqu'on fait quand même quelques heures de garde à vue, par exemple, pour une affiche, où des moyens quand même assez énormes sont déployés par une brigade de lutte contre la haine pour mettre en garde à vue comme des truands 5 cadres du Parti de la France au même moment à qui on pose les mêmes questions. Voilà, ça a été orchestré par un procureur. Ce n'est pas forcément facile. Je ne parle pas non plus de toutes les poursuites judiciaires que je peux avoir. Mais voilà, j'en parle quand elles vont jusqu'au tribunal. Mais voilà, ça m'arrive. Sachez que je n'ai jamais depuis, je dirais, 10 ou presque 15 ans depuis l'existence du Parti de la France, j'ai toujours une affaire en cours. Toujours. Alors, je n'en suis pas au point de certains camarades nationalistes, hein, qui, je pense notamment à Yvan Benedetti, qui, lui, c'est une accumulation, c'est un acharnement judiciaire à son encontre. On est bien d'accord. Mais en attendant, je ne suis jamais tranquille judiciairement, personnellement, en tant que président du Parti de la France. Moi-même ou d'autres personnes. On ne l'évoque pas en permanence, mais on a toujours, quasi systématiquement, une plainte pour avoir dit ceci, fait cela, c'est régulier. Mais voilà, qu'on serait des agents du système, donc voilà, ça c'est du complotisme débile, de crétins congénitaux qui, dès qu'on ne va pas en prison, ils s'imaginent que l'on est des suppôts du système. Donc voilà. Bon, je vous réponds parce que c'est le but de l'émission. C'est totalement ridicule et dérisoire de croire que nous serions des indiques de police ou protégés par le système. Nous sommes en tout cas suffisamment lucides pour faire attention, pour justement ne pas aller droit dans le mur, puisque lorsque vous êtes poursuivi, voilà, il n'y a pas de multimillionnaire au sein du Parti de la France, et que lorsqu'on vous poursuit systématiquement comme cela, c'est aussi, même si ça ne va pas aboutir, parce que je dirais la plupart des poursuites qui sont faites à mon encontre au sein ou à l'encontre de cadres du Parti de la France n'aboutissent pas. Mais en attendant, vous dépensez de l'argent, ça vous prend du temps, ça vous cause des soucis, quelquefois déjà personnels, puisqu'on se dit est-ce que finalement jusqu'où ça va aller cette histoire, et puis après familiaux, et quelquefois professionnels, parce que ça c'est donc le but, c'est ça, le but des ordures
qui veulent nous faire condamner, qui veulent nous poser des problèmes. Le but est politique et ils savent que c'est une pression sociale que de porter plainte régulièrement contre les véritables représentants de la droite nationale. Eh bien, écoutez, nous essayons d'être, voilà, c'est un numéro d'équilibriste, de respecter la loi tout en maintenant notre ligne de droite nationale non reniée. Cela fait 30 ans que vous militez à visage découvert pour la droite nationale, que ça ne vous rapporte rien. Est-ce que, monsieur Joly, vous n'avez pas l'impression d'avoir gâché votre vie? Alors, absolument pas. Alors après, chacun peut avoir aussi une conception différente de l'engagement, qu'il soit moral, politique, professionnel. Il y en a qui, et voilà, il faut de tout pour faire un monde. Moi, j'ai choisi la politique, mais c'est sûr que j'aurais peut-être choisi une autre voie si quelqu'un l'avait fait à ma place. C'est-à-dire que si je n'avais pu être qu'un simple soutien d'un vaste mouvement de droite nationale radicale. Bien sûr, moi, disons que je n'ai pas de vocation pour la politique, je n'ai pas un goût particulier, j'ai le goût de la camaraderie, mais le fait de me mettre en avant, ça n'a jamais été forcément, c'est par la force des choses, plus que par une volonté personnelle de me mettre en avant. C'est sûr que ça ne m'a rien rapporté, puisque le but n'a jamais été financier, contrairement peut-être à certains. Le but n'a jamais été de devenir célèbre. Le but a été de faire avancer mes idées pour sauver mon pays. Et en tout cas, voilà, je pourrais me regarder devant une glace et j'ai la prétention de me dire que j'aurais plus fait pour mon pays que quelqu'un qui se sera fait 5 000 € par mois en vendant des pots yaourts, par exemple. Donc voilà, ce n'est pas du tout péjoratif à l'égard de ceux qui privilégient leur carrière, mais en tout cas, pour ma part, dans ma conception, on va dire, de la vie et du combat moral et politique que je dois, à mon avis, faire. Pour moi, c'est un devoir. Eh bien, je n'ai évidemment aucun regret. Je ne regrette absolument pas mon engagement dès le plus jeune âge. Mon engagement politique public date d'il y a une trentaine d'années. Eh bien, je l'assume complètement. Et je continuerai, à moins, bien sûr, que nous arrivions au pouvoir ou que des personnes plus aptes que moi-même reprennent le flambeau. Voilà, je ne suis qu'un rouage parmi d'autres, mais voilà, j'ai une certaine fierté à avoir apporté ma pierre à l'édifice, parce que il faut savoir que tout ce que l'on fait d'un point de vue politique n'est pas inutile. Nous servons d'exemple aussi pour des plus jeunes. Voilà, j'arrive à un âge pas vénérable, mais je veux dire, voilà, à un âge certain, je vais avoir 50 ans l'année prochaine, donc c'est certain que je me bats aussi pour ceux qui arrivent derrière. Et si je peux donner un exemple, être un exemple, je parle pas un exemple moi personnellement, mais par rapport à ce que est la véritable droite nationale, que les gens puissent s'en imprégner pour poursuivre le combat, eh bien ce sera toujours ça de gagner. Peut-être moi-même ne verrai-je pas la victoire, mais peut-être y aurais-je contribué par mon engagement, par toutes les années de militantisme que j'aurais fait tout au long de ma vie, par tous les gens que j'aurais réussi à convaincre et à entraîner dans ce combat national et civilisationnel. Merci beaucoup Thomas Joly pour avoir répondu à ce sixième chef d'accusation. Finalement, on en a encore 4 à faire ensemble. On en a encore 4, il y a beaucoup de choses à vous reprocher, et le 7e et le suivant. Ça fait des décennies que vous prédisez l'apocalypse, pas dans le sens de la révélation, mais dans le sens de la fin du monde, mais il fait toujours bon vivre dans notre pays actuellement, et les Français préfèrent systématiquement rejeter le Rassemblement national aux élections. N'est-ce pas là un désaveu populaire? Alors, je vais aller contre ce constat. Peut-être que des gens arrivent à bien vivre, c'est-à-dire, en fait, bien vivre, ça veut dire quoi? Vivre bien, ça veut dire avoir un pouvoir d'achat à peu près correct et pouvoir avoir les moyens de vivre loin des Afro-Maghrébins. C'est ça, parce que c'est ça, bien vivre. C'est ce qu'on dit. Oui, effectivement, en France, il reste encore quelques endroits. Et ceux qui pensent cela
sont souvent une génération qu'on appelle les boomers et qui, eux, arrivent à vivre normalement, s'acheter des voitures neuves, à vivre loin, avoir la possibilité de vivre assez loin du vivre ensemble, si on peut dire, qui veulent imposer à d'autres, mais qui eux-mêmes ne veulent pas expérimenter. Donc je ne pense pas du tout. Je pense, j'avais l'habitude de dire à Jean-Marie Le Pen, il y a une seule chose que je vous reprocherai toujours, c'est d'avoir eu raison. C'est qu'est-ce que j'aurais aimé que vous vous trompiez. C'est pareil, j'aimerais beaucoup me tromper. Quand on prévoit des heures dramatiques pour la France et les Français à cause d'une submersion migratoire absolument insupportable, inassimilable et qui va s'avérer, qui est un véritable crime contre le peuple français et qui va engendrer des conséquences abominables pour nos compatriotes, eh bien, j'aimerais me tromper, mais c'est en train d'arriver. L'insécurité, la criminalité, la délinquance est telle aujourd'hui que je ne sais même pas si nous aurions pu l'imaginer, ce degré de violence en France, de violence imputable, hélas, en tout cas, très souvent au même type de profil. Donc, ce n'est pas un constat qui a été fait depuis des décennies, qui a été fait comme ça dans le vide, juste pour faire peur. On n'est pas dans le délire du réchauffement climatique. On essaie de nous faire croire que il y aura la moitié des terres qui sera submergée, il y aura il y aura 25 degrés de plus. Bon, voilà, tu prends n'importe quoi. Là, ce sont des prévisions apocalyptiques complètement débiles. Mais hélas, nous n'aurions même. Alors voilà, c'est ce que nous avions prévu est arrivé, peut-être même encore pire. Mais ce que nous n'avions pas prévu, c'est que nos propres compatriotes soient dans une léthargie suicidaire. C'est-à-dire que oui, je regrette fortement que nos compatriotes n'aient pas la lucidité de faire rempart à cette destruction, ce déclin, cette décadence de notre nation, de notre identité, et que malheureusement, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que ce sont les générations, voilà, de nos anciens, je dirais de nos parents, pour moi, pour quelqu'un qui a mon âge, qui sont les plus responsables de cette situation et qui aujourd'hui encore, plutôt que d'essayer de rattraper les choses, poursuivent pour aller au fond du précipice. C'est-à-dire c'était par une sorte d'égoïsme, d'hédonisme, d'irresponsabilité, d'inconséquence, et bien cette génération de boomers, hein, si on peut dire. En gros, voilà, c'est cette génération de retraités qui ont entre 65 ans et 75-80. Voilà, cette génération qui entraîne la France dans le gouffre. Et les mots ne sont pas trop forts. Donc oui, nos prévisions se révèlent justes. Et oui, également, le peuple français n'est pas à la hauteur, en particulier nos seniors, qui sont grandement responsables par leur choix politique, par leur vote tout au long de leur vie, et encore aujourd'hui, de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup, Thomas Joly, d'avoir répondu à ce 7e chef d'accusation. Nous passons maintenant au 8e. Mais écoutez, on va parler de vos choix qui avaient été de soutenir notamment les candidats Reconquête et en l'occurrence Éric Zemmour. Vous avez soutenu Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022, président de Reconquête. Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenu et d'ainsi avoir fait le jeu du sionisme ? Alors, à partir du moment où on me dit que j'ai fait le jeu du sionisme, rien que dire faire le jeu du sionisme, on est tout de suite dans le mental.
Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire faire le jeu du sionisme. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du sionisme en France? Honnêtement, je n'en ai strictement rien à faire. Et Éric Zemmour, au cours de la campagne de 2022, était un candidat voilà, il faisait du Jean-Marie Le Pen, il remettait au centre du débat public les thèmes qui avaient été confisqués par le système, qui avaient été mis de côté par Marine Le Pen, qui elle, a toujours voulu se dédiaboliser. Et là, Éric Zemmour parvient, grâce aussi à une grosse médiatisation, mais je dirais tant mieux, à remettre ces thèmes sur la place publique. Eh bien, le Parti de la France, je ne le regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, nous le referions, malgré des relations avec Reconquête qui se sont dégradées. Je vais vous en parler après. Mais bien sûr, c'est ce formidable élan populaire, Éric Zemmour a replacé l'immigration et surtout la remigration au centre du débat politique. Et ça, c'était quelque chose. Voilà, c'est notre ligne. Alors, parce que c'est Éric Zemmour, parce qu'il est juif, il aurait fallu dire « Ouh là là, non, 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 nous, on va être sur le côté, on va grincer, on va ricaner, on va dire « Ah là là, mais non, nous, on ne va pas se mouiller. » Eh bien non, nous, au Parti de la France, nous sommes pragmatiques. À partir du moment où il y a un élan populaire, comme il y a pu y avoir autour d'Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle, et sachant que j'avais de très bonnes relations avec Éric Zemmour, avec qui j'échangeais régulièrement. Voilà, même si certains diront, voilà, Thomas Joly, et en plus, je le dis de manière voilà, je le dis de manière claire et publique, puisque Éric Zemmour m'avait dit lui-même que je pouvais faire état de nos échanges privés. Évidemment, faire état de ne pas diffuser nos échanges privés, mais de dire que nous nous contactions. Et effectivement, pendant un temps, on se contactait pendant sa campagne, essayer de le conseiller, de lui faire quelques propositions, on discutait de choses et d'autres. C'est tout. Je ne dis pas que j'ai été voilà, une influence principale d'Éric Zemmour ou quoi que ce soit. J'ai dit que nous échangions et que nous avions un très bon contact tous les deux et que nous étions d'accord sur un grand nombre de choses. Et donc, ça me paraît tout à fait normal de le soutenir. Et je n'ai pas forcément soutenu le Mossad ou Israël, je ne sais quelle dinguerie qui peut sortir du cerveau malade. Voilà, j'ai soutenu un homme qui aime la France et qui veut sauver la France et qui a compris dans quelle situation dramatique nous étions. Voilà, ensuite, Reconquête en tant que telle, oui, ils nous ont mis des bâtons dans les roues, bien sûr, puisque Reconquête, et d'ailleurs, j'en avais parlé à Éric Zemmour, je lui avais dit de se constituer un parti politique qui ne refasse pas les mêmes erreurs que le Rassemblement national. Et Reconquête a fait exactement les mêmes erreurs, exactement. Sauf que le Rassemblement national l'a fait en 10 ou 15 ans, et bien le Reconquête l'a fait en moins d'un an, avec des purges au sein des fédérations. Ils ont dégoûté les gens, alors qu'ils avaient réuni tous des cadres de qualité, des gens qui ne se reconnaissaient plus dans le Rassemblement national, qui en avaient été exclus. Eh bien, ils ont procédé à une purge. Ils ont dégoûté les gens. Ils ont remis des ratés du Rassemblement national ou de Debout la France, du Dupont-Aignan à la tête des différentes fédérations pour aboutir maintenant à un parti politique qui a de forts problèmes d'implantation, puisqu'il y a certains endroits, il n'y a absolument plus personne. Et on le voit, Reconquête, le Parti de la France, je suis désolé de le dire, le Parti de la France fait des scores identiques, voire plus élevés que Reconquête, alors que nous n'avons pas du tout ni les mêmes moyens, ni la même médiatisation. Donc, voilà, avec Reconquête, on l'a eu grâce à M. Damien Rieu. D'ailleurs, je ne sais pas si maintenant, ce que vous savez, Damien Rieu, il faut qu'il soit payé pour qu'il fasse de la politique. Donc, s'il n'est pas payé, il ne fait plus de politique. Et donc, à l'époque, quand il était payé par Reconquête, eh bien, il avait fait capoter, il avait essayé de faire capoter des rassemblements contre des centres pour migrants où le Parti de la France faisait partie, donc la section locale de Reconquête, l'association locale de lutte contre l'implantation du centre pour
Mitterrand, et puis différents partis, voilà, une sorte de rassemblement, d'union des droites. Et non, M. Rieu appelait les organisateurs, essayait de faire pression sur eux pour que surtout le Parti de la France ou Civitas ne participe pas, sinon les gens de Reconquête n'iraient pas. Et rageusement, il envoyait des courriers ou des mails en disant qu'il ne faut surtout pas que les gens du Parti de la France soient là, ou sinon vous n'y allez pas, on vous interdit d'y aller. Là, il n'y a pas si longtemps, je suis allé à un rassemblement contre l'implantation d'un centre pour mineurs isolés, donc pas très loin de chez moi. J'y suis allé et j'étais très bien accueilli par les cadres locaux et également par les cadres locaux et par les militants présents de Reconquête. J'ai été très bien accueilli. Et il a été question, je l'ai su, quelques jours après, de ma présence au sein de la direction nationale de Reconquête. Voilà, Madame Le Knafo, qui apparemment a fait une petite crise parce que Thomas Joly était à un rassemblement organisé par Reconquête, et puis qu'il avait pris la parole, et puis qu'il avait sa photo dans le journal, et on est assimilé à Thomas Joly. Non mais vous voyez, ces gens-là prétendent donner des leçons à Marine Le Pen, des leçons en critiquant sa dédiabolisation. Donc voilà, ça n'a pas trop de sens. Bon bref, je ne vais pas m'étendre non plus sur Reconquête, mais voilà, Reconquête, ce n'est pas un mouvement ennemi, ce ne sont pas des adversaires. On peut reprocher, bien sûr, certaines prises de position, notamment de Mme Knafou, même de M. Zemmour lui-même, qui pendant un temps, après les événements du 7 octobre, on se demandait s'ils étaient candidats à la Knesset ou candidats aux élections françaises. Voilà, à un moment, il y a eu un petit peu un mélange des genres qui n'existait pas auparavant et qui était un petit peu gênant. Mais voilà, en tout cas, tous ceux qui sont attachés à la défense de la France française ne sont pas des ennemis pour le Parti de la France et nous sommes prêts à travailler, pas forcément avec les bureaux nationaux, voilà, avec les directions nationales, mais avec les militants, avec les cadres qui peuvent voir que nous sommes sincères. Parce que le Parti de la France, voilà, on le disait tout à l'heure, a peut-être 15 ans d'existence, mais il a acquis une certaine crédibilité et une certaine estime de la part de ceux qui s'intéressent au camp national, parce que nous n'avons jamais varié de ligne et que nous disons les choses tout haut, que nous avons un type de propagande, on va dire, percutante, qui plaît à beaucoup, qui plaît tant à des militants du Rassemblement national qu'à des militants de chez Reconquête. Et évidemment, nous ne les rejetons pas pour faire des actions communes. Et je sais que même, d'ailleurs, sachez, évidemment, je ne peux pas donner de nom, mais qu'il y a des gens qui sont adhérents et chez Reconquête et au Parti de la France, et au Rassemblement national et au Parti de la France. Et voilà, quelquefois, ces personnes sont même au-delà de militants, sont aussi des cadres. Voilà, donc c'est vrai que les directions nationales devraient peut-être réfléchir à cela. En tout cas, aucun regret d'avoir soutenu Éric Zemmour en 2022 et occasionnellement d'appeler à voter pour des candidats de Reconquête. Mais il serait bien également que Reconquête fasse la même chose quand c'est le Parti de la France qui est candidat. On attend toujours le soutien de Reconquête à Alexandre Inger, qui était candidat il y a quelques semaines en Saône-et-Loire. Merci beaucoup Thomas. Il ne reste plus que 2 chefs d'accusation. Est-ce que vous allez survivre jusque-là? Vous n'avez pas eu besoin de votre joker, puisque vous l'avez sacrifié dès le début, avant même ma première question. Donc les 2 prochaines questions, vous en doutez, hein, c'est croissant, donc ce seront peut-être les plus difficiles. En tout cas, la dernière, j'ai hâte de vous entendre. Mais avant la dernière, on va vous parler de vos positions sociétales que nous jugeons complètement ringardes, étant donné que vous êtes contre le mariage homosexuel, l'avortement, la GPA, l'euthanasie. Et pourtant, ce sont tous des sujets qui semblent avoir l'aval populaire, qui semblent faire un consensus au sein du peuple français. Donc est-ce que vous n'êtes pas en décalage complet avec ce peuple français ? Bien, nous n'avons pas l'intention d'être en phase avec un peuple décadent. C'est-à-dire que même si nos avis sont minoritaires aujourd'hui sur des sujets d'importance, puisque certains vont dire oh, les sujets sociétaux, ce n'est pas d'une grande importance, et bien nous estimons que si. Ce n'est pas parce que nous sommes à un degré de décadence sidérant qu'il faut considérer tout cela pour acquis.
Je pense, je vais prendre un des sujets, parce que je ne vais pas pouvoir traiter chaque sujet que vous avez abordé, mais nous pensons que c'est fondamental, parce que au-delà de la foi, au-delà de l'engagement religieux, il y a aussi la morale chrétienne que nous défendons, même pour les gens qui ne se sentent pas chrétiens, eh bien voilà, ils sont pétris de morale chrétienne parce que c'est notre civilisation. Et notre civilisation, ce n'est pas parce que depuis quelques décennies, voilà, ceux qui nous dirigent, manipulés ou pressés par différents lobbies, soi-disant philosophiques, humanistes, progressistes, ont décidé de plonger la France dans la décadence, que l'on doit se dire que voilà, c'est terminé, c'est comme ça ne changera plus. Eh bien si, nous estimons que, voilà, je vais reprendre un exemple, comme je vous le disais, l'IVG, l'avortement. On essaie de faire passer cela pour quelque chose de banal, comme un acte médical comme un autre, presque comme un confort de contraception. Eh bien, je pense que, voilà, mais ça reste un sujet tout de même assez difficile à aborder dans notre société. Surtout par rapport aux promoteurs, il aura fallu des dizaines d'années pour le faire accepter, pour faire accepter cela à la population française, alors que je pense qu'il suffira de quelques mois, ou pire quelques années, pour faire comprendre à nos compatriotes que l'avortement est une abomination. Il suffira de projeter à une heure de grande écoute un reportage qui montre la réalité de l'avortement. Voilà, c'est plus compliqué pour des individus qui sont contre l'ordre naturel d'essayer de faire croire à la majorité que le camp du bien, c'est cela, que le camp du bien, c'est de tuer les enfants dans le ventre de leur mère, c'est de marier des personnes du même sexe, c'est que ces personnes puissent adopter des enfants, c'est que on demande, on fasse pression sur nos anciens voilà, de partir plus vite, de se donner la mort ou de demander qu'on leur donne la mort parce que voilà, ils sont plus utiles et qu'économiquement, ils sont un fardeau pour tout le monde. Donc voilà, tout cela, ce n'est pas naturel. Et donc, ce sera beaucoup plus simple de rétablir une société saine, de faire comprendre à nos compatriotes que tout ceci va contre leurs intérêts et contre l'ordre naturel, contre la morale qui fait que notre civilisation est celle-ci, est telle que nous la connaissons, eh bien, ce n'est pas ringard, ce sont des combats essentiels que le Parti de la France refuse d'abandonner par démagogie ou par populisme. Très bien, Thomas Joly. Et dernière question, là où je pense que vous êtes le plus attendu au tournant de la part des gens qui nous suivent. Vous savez, c'est la fameuse question du Frexit. Il faut l'aborder, cette question. Et je pense que vous répondrez sans langue de bois. Nous savons que vous n'êtes pas favorable au Frexit, alors que jamais les technocrates de Bruxelles ne vous laisseront appliquer votre programme. Où est la cohérence, Thomas Joly? Alors, c'est vrai que j'y ai déjà répondu plusieurs fois dans nos émissions diverses et variées, mais je vais y répondre bien volontiers, parce que ça, c'est quelque chose que on me dit fréquemment. Et malheureusement, j'ai l'impression que les gens qui me parlent du Frexit, je ne vais pas dire sont membres d'une secte, mais sont complètement imperméables à tout argument rationnel. C'est-à-dire que, alors je vais vous exposer les raisons pour lesquelles le Parti de la France n'est pas favorable au Frexit. Mais quand je peux avoir des débats, et je parle même au sein de personnes qui sont au Parti de la France, et je leur présente les différents arguments du Parti de la France, ils me disent bon, ok, ils ne me contredisent jamais, et à la fin ils me disent mais je suis quand même pour le Frexit. Alors là, on est dans le sort de mantra que malheureusement ont beaucoup de souverainistes et que je vois quelquefois avec une agressivité sur les réseaux sociaux et qui imaginent avoir trouvé la pierre philosophale avec le Frexit.
C'est-à-dire que voilà, le Frexit va tout arranger. On sort de l'Europe de Bruxelles, mais alors voilà, d'une part, on a l'exemple anglais. Il y a eu le Brexit. Eh bien, en Angleterre, que ce soit d'un point de vue migratoire, identitaire, libertaire, économique, tout a été. Alors, je ne dis pas que le Brexit a entraîné une aggravation de tout cela, une aggravation de la situation, mais elle ne l'a pas arrangé du tout. Et je signale aussi que les Anglais avaient conservé leur monnaie, ce qui est important. Et donc, voilà, que le Brexit n'a rien arrangé, puisque la liberté d'expression est encore plus réduite en Grande-Bretagne aujourd'hui qu'en France. Il faut le faire. C'est pas... Et donc, ensuite, donc le Frexit. Le Frexit, oui, sortir de l'Union européenne de manière isolée ne servirait à rien à part affaiblir la France, à part l'affaiblir. Et pourquoi en sortir? Est-ce que, par exemple, est-ce que quand on est élu à l'Assemblée nationale, on dit non, mais nous, on ne veut plus venir à l'Assemblée nationale. D'accord, on a 120, voilà, le Rassemblement national dirait, voilà, on a tant de députés, mais nous, on est contre la représentation parlementaire, on s'en va, on vous laisse en trouve. En gros, c'est ce qui va arriver. Et la France n'a surtout plus les moyens, ni politiques, ni économiques, ni financiers, de sortir de manière isolée de l'Union européenne. Et pourquoi sortir? À quel moment les instances technocratiques de Bruxelles ont les moyens de faire plier un État comme la France? À quel moment? La France qui est le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne. On donne 25 milliards. On ne récupère pas 25 milliards. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire « Ah oui, mais attention, oulala, vous expulsez des migrants, on n'est pas d'accord, on va vous mettre une amende. » Votre amende, voilà ce qu'on en fait, votre amende. Ah, mais attention, hein, on va vous couper les subventions. Ben, vous voyez les 25 milliards, tant que vous ne remettez pas nos subventions, et ben vous les aurez plus. Comment ils vont faire? Ils n'ont aucun moyen de coercition, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas du tout de moyen d'empêcher un État de faire ce qu'il veut. Un État comme la France, je parle, qui est encore un grand pays comme la France, un État qui a une armée, qui possède l'arme nucléaire, et que si la France a la volonté de réformer cette Union européenne, eh bien nous y arriverons, parce que les soi-disant technocrates de Bruxelles n'auront aucun moyen de coercition vis-à-vis de la France. Alors on me dit attention, alors voilà, je fais aussi le média, je dis oulala, mais vous vous rendez pas compte, ils tiennent l'économie, la Banque centrale européenne, vous ne pourrez rien faire. Alors ce que j'aime bien, c'est que ces mêmes personnes qui disent qu'on est soi-disant tenus économiquement par l'Union européenne veulent sortir tout seul de l'euro. Ça n'a aucun sens. Sortir aujourd'hui de l'euro dans la situation dans laquelle nous sommes, avec la dette colossale que nos gouvernants ont accumulée, et sortir de l'euro. Enfin, voilà. Parce qu'ils estiment que si on sort de l'euro, là, on va avoir les mains libres économiquement. Non, on arriverait à une pauvreté immédiate du pays. Voilà, même un étudiant en première année d'économie le comprendrait. C'est que l'euro, c'est un train dans lequel il ne fallait pas monter. On n'en descend pas en marche à pleine vitesse. Ce n'est pas possible pour l'instant. Sortir de l'euro, récupérer immédiatement une monnaie nationale conduirait à une catastrophe économique, puisque notre dette exploserait, et une paupérisation générale du peuple français. Ce serait absolument catastrophique. Et je le regrette. Bien sûr que je suis pour que la France retrouve sa souveraineté monétaire. Et sortir de l'euro immédiatement en faisant croire que ça va être un paradis économique parce qu'on sera sorti de l'euro, c'est une aberration, c'est une imbécilité, c'est une idiotie. N'importe qui connaît un petit peu les systèmes de fonctionnement monétaire et économique et qui connaît l'état de notre dette actuelle, vous confirmera que la sortie unilatérale et immédiate de l'euro serait une catastrophe pour la France. Donc voilà, il faut bien en être conscient. Oui, il aurait fallu voter contre Maastricht. Oui, il n'aurait pas fallu rentrer dans l'euro, accepter de l'euro. Mais voilà, nous y sommes. Nous n'avons pas la possibilité. Et moi, je ne souhaite pas le pire pour la France. Je ne souhaite pas le pire pour nos compatriotes. Donc voilà pourquoi
il est tout à fait possible de réformer cette Europe, en faire une Europe des nations, ce qu'a toujours voulu Jean-Marie Le Pen, ce qu'a toujours voulu le Front National canal historique, et de faire une Europe où nous imposerons ce que nous voudrons. On ne nous imposera pas un seul migrant, on ne nous imposera pas une seule décision de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour européenne de justice, tout ça, ça sera terminé. On fera ce qu'on voudra. Madame von der Leyen, si elle est encore là, me fera mon café. La Commission européenne, ce ne sera qu'un secrétariat au service des nations. Parce que c'est ça, c'était à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, et j'ai coutume de le rappeler, c'est que la soumission aux oukases bruxellois, aux oukases de la Commission européenne, c'est en fait comme dans le cas d'une relation sadomasochiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une volonté du soumis d'être dominé par voilà, celui qu'on aura mis en place de dominant. C'est volontaire, c'est un jeu. Enfin, un jeu, comment dire, c'est un scénario qui a été accepté par les deux parties. Et bien, en tout cas, avec le parti de la France, ce sera terminé. C'est-à-dire que nous ferons ce que nous voulons. Nous imposerons la volonté politique de la nation française au sein de la scène européenne. Et personne ne nous empêchera de le faire. Alors, c'est sûr que nous aurons peut-être des ennemis, mais alors les ennemis les moins dangereux sont ceux qui seront à Bruxelles. Car je vous le rappelle que ce sont des fonctionnaires payés avec notre argent, avec l'argent des États. Et que si il y avait un basculement politique en France, eh bien, il y aura aussi un basculement politique, je peux vous l'assurer, dans d'autres pays d'Europe. Et cette Europe que nous connaissons actuellement, cette Europe, c'est une euro-mondialiste, immigrationniste, technocratique, qui impose toutes les lubies progressistes et climatistes aux Européens, eh bien, ça sera terminé. Voilà, il suffit pas juste de dire Frexit, hein, on va dire Frexit, on s'en va. Voilà, c'est une sorte de crime de secte. Voilà, ceux qui parlent du Frexit n'ont aucun argument. Et eux, ils veulent sortir de l'Europe en disant article 50. Ah oui, on combat des mondialistes qui veulent la destruction des nations avec des papiers et avec leurs propres règles. Bien non, non, ça ne se passera pas comme ça. On nous brandira des papiers, on répondra volonté politique. On dira non, on se fout complètement de vos règlements, on se fout complètement de votre constitution européenne. Nous, on applique ce qu'on veut. Et c'est par exemple ce que fait Donald Trump. Il n'en a absolument rien à secouer quand on lui brandit des accords de droit international et des traités. Voilà, c'est une sorte de monde juridique, progressiste, gauchiste. On a fait croire que le droit international existait. Le droit international ne comprend que le rapport de force. Et bien nous, le Parti de la France, nous imposerons le rapport de force au sein de l'Union européenne. Et nous ferons ce que nous voudrons. Voilà, c'est un discours qui n'est pas compliqué à comprendre. On ne peut pas se le dire, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est aussi un confort mental d'imaginer, un peu comme de croire au Père Noël, qu'il suffirait de sortir de l'Union européenne pour que tout aille mieux. Eh bien non, rien ne changerait si on sortait de l'Union européenne, et ce serait encore pire à l'heure actuelle, surtout si on abandonne l'euro immédiatement. Et je le répète, je suis pour le retour du franc, de retrouver notre souveraineté monétaire. Mais on ne pourra pas le faire tout de suite, en particulier avec la dette catastrophique que toutes les ordures qui se sont succédées au pouvoir ont accumulée. Alors voilà, je pense en avoir terminé sur cette question, mais j'apprécie qu'elle ait été posée en dernier. Mais effectivement, le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Eh ben écoutez, moi je pense que vous avez répondu avec franchise à toutes les questions, je pense que vous avez pu convaincre notre auditoire. Ainsi, je vous relâche, mon cher monsieur Joly, de toutes les charges qu'il y a à votre encontre. Vous êtes innocenté. Sachez, cher auditoire, que si vous voulez d'autres présumés innocents, présumés coupables, vous les appelez comme vous voulez, n'hésitez pas à commenter leur nom directement sous la vidéo, et peut-être que vous aurez d'autres accusés sur le banc, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner également, à mettre un pouce bleu et nous signifier que ce nouveau concept vous plaît. J'ai été un procureur peut-être austère, mais j'ai été ravi d'entendre les explications de Thomas Joly, parce que ce sont des commentaires que nous recevons très 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 souvent, et ça fait du bien de répondre avec transparence. Merci beaucoup, monsieur Joly. Merci à vous.